L'image que vous voyez, sur ce fond d'écran de la diapo de démarrage, c'est la Clue de la Foux. Alors c'est un défilé qui est traversé par l'Agly, fleuve côtier, du Roussillon. C'est le point le plus au sud qu'on atteindra pendant le séjour. On est déjà dans le département des Pyrénées-Orientales. En fait, l'essentiel de notre séjour va se dérouler entre le département de l'Aude et un petit peu le département de l'Ariège. J'ai appelé ça le pays Qatar et pas simplement les Corbières parce que l'idée d'y inclure une journée sur le flanc sud de la montagne Noire fait que on sortait des Corbières proprement dit. Voilà, le pays Qatar n'a pas d'existence historique, mais c'est une appellation déposée par le département de l'Aude, hein. C'est une dénomination essentiellement à visée touristique. Alors on va commencer comme d'habitude par le relief et les régions naturelles. Voilà une carte du relief de tout le secteur dans lequel on va circuler pendant une semaine, donc depuis les rivages de la Méditerranée ici à l'est, jusqu'au département de l'Ariège ici à l'ouest, hein, les Pyrénées ariégeoises, et puis l'avant-pays ariégeois. Et puis donc du sud au nord, depuis les crêtes pyrénéennes que vous ne voyez pas sur cette image, jusqu'aux crêtes de la Montagne Noire, que vous ne voyez d'ailleurs pas plus sur cette image, hein. Alors les crêtes de la Montagne Noire sont vraiment juste à l'extérieur de ce cadre, et en fait on n'ira pas nous jusqu'au sommet, on sera essentiellement sur le flanc sud qui se divise en deux sous-pays. Alors la partie à l'ouest s'appelle le Cabardès, et la partie à l'est ici s'appelle le Minervois, avec une frontière entre les deux qui n'est pas forcément bien définie, mais qui doit correspondre plus ou moins à la vallée de l'Orbiel que vous voyez ici et dont on reparlera par la suite. La montagne Noire appartient au Massif central et elle est séparée donc des reliefs pyrénéens au sens large par cette dépression donc, qui est orientée est-ouest. Alors à l'est, c'est la plaine de l'Aude qui borde la Méditerranée entre Narbonne et Béziers. Plaine de l'Aude donc qui se prolonge vers l'ouest, ici à travers ce qu'on appelle le Lauragais, jusqu'au seuil du Lauragais, au-delà de Castelnaudary, et au-delà duquel on passe donc dans le pays toulousain, et donc sur le versant atlantique. Et entre Lauragais et Plaine de l'Aude, il y a un petit sous-pays ici, autour de Carcassonne, qui s'appelle le Carcassès. Voilà. Tous les reliefs qui sont au sud, donc, sont le versant nord de la chaîne pyrénéenne au sens large. Alors les Pyrénées, je l'ai déjà dit, vous ne les voyez pas sur cette carte, vous ne voyez pas les crêtes pyrénéennes. Ce qu'on voit ici, c'est essentiellement une petite partie de ce qu'on appelle la zone nord-pyrénéenne, qui est limitée par le chevauchement frontal nord-pyrénéen, qui passe en gros ici, là. Voilà, donc toute cette zone nord-pyrénéenne, je mentionne simplement deux régions, qui sont alors les plateaux de Sceaux ici, plateaux calcaires d'altitude sur lesquels on n'ira pas, mais c'est une zone karstique avec une résurgence qui se fait ici, là, donc pas très loin de la Lavelanet, et qu'on verra, qui est la résurgence pardon, de Fontestorbe. Plus à l'est, ici, là, vous voyez cette vallée très bien marquée qui s'appelle le Fenouillède. Et le Fenouillède correspond en fait à une structure géologique, c'est un synclinal qui s'ouvre à l'est, ici, sur la plaine du Roussillon, au-delà de Rivesaltes. Et puis alors au nord du chevauchement frontal nord-pyrénéen, tout l'avant-pays, hein, qui est le secteur qu'on va sillonner, entre donc ce chevauchement frontal et la plaine de l'Aude. Alors en fait, on peut le diviser en deux parties, grossièrement de part et d'autre de la vallée de l'Aude, que vous voyez ici. Donc toute la partie qui est à l'ouest, plutôt à affinité atlantique, alors présente en fait tout un ensemble de collines basses qui ont peu de lien avec la géologie. Le seul élément qui est clairement lié à la géologie que vous voyez ici, là, sur lequel on passera un petit moment, c'est un magnifique anticlinal évidé, qui est l'anticlinal de Dreuil, et qui appartient à ce qu'on appelle le plan Thorel, ou les Petites Pyrénées, et qui se prolonge très largement à l'ouest, hein, bien au-delà de ce qu'on peut voir sur cette carte. Et puis alors toutes ces collines à l'avant, là, portent différents noms. Cet ensemble relativement élevé ici s'appelle le Carcorbe. Au nord de Mirepoix, ici, entre Mirepoix et Castelnaudary, on a les collines de la Piège. On a ce petit ensemble bien individualisé, d'ailleurs au niveau duquel se situe notre camping, entre Carcassonne et Limoux, qui s'appelle la Malpère. Et puis la zone déprimée entre ces trois collines s'appelle le Razès. Voilà, donc tout ça, c'est des noms qu'on connaît très peu. Et alors,
au-delà de la vallée de l'Aude, ici, donc toute la partie à l'est correspond aux corbières au sens large. Alors les corbières au sens large s'organisent autour d'une échine centrale, qui est à peu près ici, qui est le massif de Moutoumay. À l'est ici, en bordure de la Méditerranée, les derniers reliefs sont les corbières orientales et narbonnaises, alors géologiquement les plus complexes, et c'est là où on va voir que se situe le chevauchement frontal nord-pyrénéen, qui ici s'appelle donc la nappe des corbières orientales. Et puis alors de part et d'autre du massif de Moutoumay, entre Moutoumay et chevauchement frontal nord-pyrénéen, on a les hautes corbières, qu'on va sillonner essentiellement la journée du lundi. Et puis à l'avant, ici, on a les petites corbières, alors qu'on va essentiellement contourner, mais les petites corbières se détachent ici ce relief allongé est-ouest, bien marqué, qui borde la plaine de l'Aude, qui borde également l'autoroute, qui s'appelle la montagne d'Alaric. Montagne d'Alaric au niveau de laquelle on terminera notre circuit, donc le vendredi après-midi. On va parler maintenant du réseau hydrographique, assez rapidement. La ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée se situe là au niveau de cette ligne en jaune. Toute la partie à l'ouest, c'est le bassin versant de la Garonne, c'est le bassin versant en fait de son principal affluent pyrénéen de rive droite, qui est l'Ariège. Vous ne voyez pas sur cette carte. Et en fait, c'est un affluent de l'Ariège, ici, qui traverse toute la carte depuis le sud, en passant par Mirepoix, et qui s'appelle l'Aire ou l'Ers. Un certain nombre de petits affluents, dont je ne connais même pas les noms. Et puis ici, tout à fait au nord, vous avez l'Aire Mort ou l'Ers Mort, qui lui se jette directement dans la Garonne, aux environs de Toulouse. Sur le flanc nord de la Montagne Noire, ici, on est dans le bassin versant du Tarn, et en fait, c'est le bassin de son principal affluent qui traverse Mazamet et Castres, qui s'appelle l'Agout. Et puis tout le reste de la carte, mais ce sont des fleuves côtiers méditerranéens, il y en a 4. Le plus au sud ici, c'est l'Agly, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure. Alors l'Agly, il est très intéressant, enfin son tracé est très intéressant. Il prend station Sicile, après du pêche de Bugarache. Il circule d'abord vers l'est, dans cette vallée, qu'il abandonne à un de ses affluents qui s'appelle le Verdouble. Il traverse le chevauchement frontal nord-pyrénéen au niveau des gorges de Galamus, très encaissé. Il arrive ensuite dans le Fenouillède, il laisse le Fenouillède à un autre de ses affluents, qui est le Maury ou la Maury. Il traverse à nouveau ici une muraille de calcaire crétacé via la clue de la Fouque, vous avez vu en image introductive, et puis une fois qu'il est arrivé au sud, il rejoint la Méditerranée, en passant par Rivesaltes. Alors on se posera la question, pourquoi est-ce que l'Agly, plutôt que de suivre des vallées bien marquées, s'encaisse dans des gorges très profondes à travers des chaînons calcaires escarpés. On a ensuite ici un petit fleuve côtier entre Sigean et Narbonne qui s'appelle la Berre et qui se jette non pas dans la Méditerranée mais dans l'étang de Sigean. On a un minuscule morceau ici du bassin versant de l'Orbe, qui est la rivière qui passe le fleuve qui passe à Béziers. Et puis tout ça nous laisse ici le bassin versant de l'Aude. Alors le fleuve Aude prend sa source dans les Pyrénées, circule d'abord en direction du nord, franchit le chevauchement frontal nord-pyrénéen, rejoint Carcassonne, et puis ensuite suit donc la plaine de l'Aude jusqu'au-delà de Narbonne, où il se jette dans la Méditerranée un petit peu au nord-est. L'Aude a un certain nombre d'affluents ici en rive gauche, dont je vous épargne les noms. Le principal ici draine le Lauragais, s'appelle le Fresquel, et se jette dans l'Aude à Carcassonne. On a ensuite un certain nombre de petits fleuves, de petites rivières, qui drainent le versant sud de la Montagne Noire, dont l'Orbiel, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui passe à Lastours et à Salsigne. Alors le nom Orbiel, ce serait une déformation de Orvieux, Orviel. Voilà, ça ferait référence justement au fait qu'il y avait des paillettes d'or dans cette rivière. Et puis à Côte-Minervois, on a une rivière dont j'aime beaucoup le nom, qui s'appelle l'Argent Double. Bon, je sais pas si ça fait référence au métal argent ou pas, enfin bon, voilà, ça j'ai pas cherché. Et puis il y a d'autres petits fleuves également qui sont affluents de rive gauche de l'Aude. Et en rive droite, en fait, on a l'affluent majeur de l'Aude, qui est l'Orbieu,
Alors Orbieu, c'est très proche de Orbiel, mais là, ça viendrait d'une déformation de Orbleu, et ça ferait référence simplement à l'eau précieuse dans ce secteur. L'Orbieu prend sa source dans les Hautes-Corbières, traverse le massif de Moutoumet, passe par la Grasse et rejoint l'Aude à l'aval de Lézignan-Corbières. Alors je vais revenir maintenant sur les différentes régions et on va voir en fait le cadre géologique général qui sous-tend tout ça. La Montagne Noire, le massif de Moutoumet qui sont ici, et puis les crêtes pyrénéennes correspondent à des vieilles roches paléozoïques. Donc en fait, on est sur le socle de la chaîne hercynienne. On a ensuite, ici au sud et à l'est, du chevauchement frontal nord-pyrénéen, que vous voyez parfaitement ici, là, et qui devient ici la nappe des Corbières, avec un tracé très compliqué. Nappe des Corbières qui elle-même se connecte ici aux accidents du Languedoc et puis de la Provence. Voilà, donc en fait, toute la partie qui est au sud et à l'est de ce grand accident, ce sont des roches essentiellement mésozoïques, jurassiques et crétacées inférieures, qui correspondent au remplissage du sillon nord-pyrénéen avant sa fermeture. Et puis toute la partie qui est au nord, ici en fait entre la Montagne Noire et le chevauchement frontal nord-pyrénéen, à l'exception du Moutoumet, ce sont des roches plus récentes. On a du Crétacé supérieur en vert amande. Puis vous voyez que l'essentiel en fait des roches qui remplissent ce secteur sont des roches éocènes, donc des roches cénozoïques, tertiaires, récentes. Voilà, donc là une vision un petit peu plus large où on retrouve donc les crêtes pyrénéennes, le chevauchement frontal nord-pyrénéen, la nappe des Corbières, qui se raccorde ici donc à l'accident chevauchant du pic Saint-Loup et puis aux accidents provençaux. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ici la Montagne Noire, donc qui est vraiment la terminaison sud-ouest du Massif central. Ici, toute cette zone qui correspond en fait à l'extrémité du bassin aquitain. Et puis ici, on a le golfe du Lion, qui est une structure beaucoup plus récente, dont je dirai quelques mots tout à fait à la fin de cet exposé. Voilà, ça nous amène donc au cadre géologique, enfin aux grandes étapes de l'histoire géologique régionale. Donc cette échelle que vous voyez ici, hein, c'est une nouvelle échelle. Celle que j'utilisais dans mes diaporamas jusqu'ici était un petit peu obsolète et il fallait la revoir, donc c'est chose faite. Alors donc une échelle qui va du Cambrien, 540 millions d'années, jusqu'à l'époque actuelle. On va parler donc d'abord évidemment de l'histoire hercynienne ou varisque. Je vais surtout parler de la Montagne Noire, de la structure de la Montagne Noire. Le Moutoumet, en fait, on va se contenter de le traverser, mais on ne s'y arrêtera pas. Et puis la haute chaîne primaire, on la verra simplement dans les paysages, mais sans jamais s'en approcher. Dans un deuxième temps, on parlera de l'histoire mésozoïque, donc tout ce qui correspond en fait à l'ouverture, la dislocation de la Pangée et puis l'ouverture du sillon nord-pyrénéen, dans lequel se sont accumulées les roches qui ensuite sont devenues les Pyrénées. Voilà, ce sillon s'ouvre à peu près jusqu'à la limite entre le Crétacé inférieur et supérieur. Ensuite, il commence à se refermer. Alors c'est très lent, on rentre dans l'orogénèse pyrénéo-provençale. Dans notre secteur, on va avoir une histoire sédimentaire qui continue pendant toute cette période-là, et les événements pyrénéens proprement dits sont tout à fait à la fin de l'Éocène. On verra ça après. Et puis en fin de dernière partie, j'évoquerai rapidement l'ouverture vers la Méditerranée, même si c'est des choses qu'on ne verra pas pendant le séjour.